tous, je m'appelle Florence et je suis bénévole pour l'organisme Lire à tout âge. Aujourd'hui, je suis bien heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de lecture. Aujourd'hui, je vous transporte dans des textes d'auteurs autochtones. Donc, vous allez voir, on passe au travers de différentes choses, autant des extraits de romans que de poésie. Je commence tout de suite avec un roman de Naomi Fontaine, qui est une auteure que j'aime beaucoup, qui fait de très belles choses et qui a une très jolie plume. Il s'agit de son roman Manikanetish. Dans ce roman-là, on raconte un peu le quotidien d'une enseignante de français au secondaire qui est en poste dans une réserve Innu de la Côte-Nord et qui tente tant bien que mal de raconter la vie de ses élèves qui, eux, à leur façon, essaient de s'en sortir et de faire du mieux qu'ils peuvent, finalement. Donc, je commence avec la première petite lecture, les premiers mots qu'on retrouve dans ce roman-là, qui, vous allez voir, sont d'une grande puissance. Alors, c'est parti pour Manikanetish. Revenir est la fatalité. Dans ce tout petit village, cette nature épineuse, sablonneuse, imaginée de toutes pièces depuis mon enfance, immuable souvenir. Dans ma rue au bord de la baie, je me fondais à la masse, moi la petite fille tranquille. Je pleurais si peu bébé que ma mère bousculait mon sommeil, s'assurait de mon souffle. Je pleurais si peu enfant que ma mère m'avait oublié sur les marches de l'escalier. Plus tard, l'étrange justice de la vie a rattrapé chacune de mes larmes. Quitter ma maison beige, c'était tout quitter. Même si le tout peut sembler insignifiant lorsqu'on ne possède presque rien. Un lit en fer blanc et une couverture à motifs. Une maison de poupée, une salle de jeu au sous-sol, le plancher en ciment peint en bleu. Passer tout l'hiver aux joues rouges de froid, tout l'été à la peau aussi brune que celle des enfants du Sud. Peut-être qu'un jour, je reviendrai sur le bord de cette baie, embrasser ma tante et jouer dans ma chambre. L'exil se trouve à 8 heures en voiture et il a la peau pâle. Il avait fallu à ma mère 2 jours pour faire la route. Cette distance que je ne pouvais calculer que par le nombre de villages à traverser. J'ai fini par les apprendre par cœur. Et les arrêts et les étapes. Suivre le rythme des courbes et des montagnes de la côte nord. Avancer à la limite permise. J'avais 7 ans. Petite fille brune parmi tous ces visages blancs, ses yeux pâles, bleus ou verts, ses cheveux blonds ou frisés. Étrangère, nouvelle venue, différente. Constater ma peau foncée et ne pas me sentir chez moi. J'ignore si ailleurs le monde a changé. Ce que je sais, c'est que cette courbe mortelle qu'ils ont finalement traversée d'une route droite à Saint-Siméon. C'est l'absence perpétuelle d'un pont entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, le nid de la rivière devenue aussi profonde que la mer. C'est la toute petite paroisse, dont j'oublie déjà le nom, qui fermera bientôt ses portes parce que la route 138, désormais, la contourne. Ils disent que le retour est le chemin des exilés. Je n'ai pas choisi de partir. 15 ans plus tard, je reviens et je constate que les choses ont changé. Je continue, je vous lis un autre extrait de Manikanetish, quelques pages plus loin, où elle parle pour la toute première fois de l'école où elle enseigne et de sa rencontre aussi avec cette école-là. Manikanetish. Il y a 20 ans de cela, ils ont bâti une école sur la rue centrale de la réserve, sur le terrain vague voisin de la patinoire et du stade de baseball. La première construction en briques. Et ils lui ont donné le nom de Manikanetish, petite Marguerite. C'était à la mémoire d'une femme décédée quelques années avant le début des travaux. La petite Marguerite n'avait jamais porté d'enfant, ce qui ne l'a pas empêchée d'en élever des dizaines. Des enfants qui avaient perdu leurs parents, ceux qui avaient été donnés, trop nombreux à la maison, les enfants difficiles, ceux qui, au lieu d'être placés sous la garde de l'État, ont trouvé refuge dans son nid. Petite dans le corps d'une préadolescente, du coup infiniment grande. Le Créateur joue parfois à contredire sa créature.
Sur le parvis de l'école, la direction avait décidé de faire pousser du gazon. Mais les hommes d'entretien ne possédaient pas le tiers d'un pouce vert, et même à 5, ils ont confondu la bonne herbe avec la mauvaise. L'été, c'était un champ bien tondu qui devenait vert 1 mois par année à la pousse des pissenlits. L'école a servi pour le primaire et pour le secondaire, jusqu'à ce que les murs atteignent leur capacité maximale. Ils ont alors construit 2 autres écoles. Elles aussi se sont remplies. Tous les ans, les enseignantes, quelques Inuits et surtout des Blanches, accueillaient 6 nouvelles classes de première année. Plus de 100 élèves miniatures. Des petits enfants curieux pour la lecture, le calcul, les sports. La majorité parlait en français. Un tout petit nombre ne parlait qu'en Innu. Certains avaient appris les 2 langues. Ils utilisaient leur langue maternelle pour saluer, nommer les saisons et dire leur envie de faire pipi. J'ai choisi le secondaire. La patience, la tenue, le cadre et les histoires de grenouilles, les sons à répéter et les chansonnettes à apprendre par cœur en tapant des mains, les « Madame, il m'a fait une grimace », tout ça m'exaspérait. Je me savais incapable de gérer des petits êtres humains. Par contre, j'aimais la discussion, l'écriture narrative, les questions de culture générale, le repérage d'erreurs et les romans à interpréter. De cette école qui n'avait jamais été la mienne, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Drôles, pas toujours. Dérangeantes, difficiles à comprendre. Véridiques? Comment savoir? Il paraît qu'on s'y battait souvent. Filles et garçons, surtout pour des histoires de cœurs brisés et de filles faciles. Et on entrait et sortait des classes à sa guise pour aller faire quelques lignes de speed dans les toilettes. C'était le genre d'histoire qui circulait, grossie par l'imaginaire adolescent. On m'a également dit que les choses avaient changé depuis l'arrivée du nouveau directeur. Un homme vieux, solide, montréalais. Les cheveux blancs bien peignés, une main tendue avec sérieux. Enseignant de sciences de formation, il semblait apprécié, craint et respecté. Lors de l'entrevue, j'ai immédiatement compris pourquoi. Malgré sa petite taille, il imposait l'écoute. Sa dizaine d'années au service de la communauté lui a procuré le flair nécessaire pour travailler avec les Inuits. L'autodérision, la rigueur, l'absence de pitié sont les armes à employer pour œuvrer chez des gens qui ont eu leur part de préjugés raciaux et de raccourcis faciles sur leur manière de vivre. Et les enseignants jouissaient également de son aura. Je le constaterai par moi-même. Alors voilà, c'était 2 petits extraits de Manikanetish de Naomi Fontaine. J'espère que ça vous a donné envie de poursuivre la découverte de cette auteure Innu-là. Je poursuis maintenant en vous lisant quelques poèmes de Madame Joséphine Bacon. Les poèmes dont je vous fais la lecture aujourd'hui se retrouvent dans son recueil qui s'intitule Uvèche quelque part. Madame Bacon, c'est une grande poète, également une réalisatrice qui habite à Montréal encore aujourd'hui et qui est l'auteure d'une grande œuvre poétique qui a été reconnue un peu partout dans le monde, entre autres dans la francophonie. Et elle a écrit beaucoup de poèmes, puis aujourd'hui je vous fais la lecture de quelques-uns de ces poèmes-là qui se retrouvent dans son recueil, mais je commence par vous lire le prologue de son livre qui déjà donne un ton à ce recueil-là. Vous allez voir, c'est d'une grande puissance et elle parle des aînés dans ce recueil-là. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je suis quelque part dans ma vie. J'appartiens à la race des aînés. Je veux être poète de tradition orale, parler comme les anciens, les vrais nomades. Je n'ai pas marché Nutchimit, la terre. Ils me l'ont raconté. J'ai écouté mes origines, ils m'ont baptisé d'eau, de lac pur. Un à un, ils nous quittent. Avec eux s'en vont les mots de toundra,
les courants des rivières et le calme des lacs. Je me sens héritière de leurs paroles, de leurs récits, de leur nomadisme. Comme eux, j'ai marché la toundra, j'ai honoré le caribou. Quelque part, une roche sur une grosse roche indique ma présence. Joséphine Bacon. Alors, c'était le prologue et je vous lis maintenant quelques-uns des poèmes qui se retrouvent dans son livre. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées, de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. Je vis la grandeur du vent. Je sens sa beauté. Le vent me prend dans ses bras. Il souffle un air mélodieux que j'aimerais écrire. Très joli aussi, non? Je continue. Tu sais, petit frère, personne ne vole. Les éléments sont humains. Une personne d'air, une personne de feu, une personne d'eau. Personne ne peut voler la terre qui t'a vu naître. Personne ne peut voler ton sourire. J'y vais avec un dernier petit poème. J'ai 100 mots à te raconter. Mon vieil âge, mes rides. Je n'ai plus l'alerte des pas. Le souffle court, j'avance dans mon songe, sans fatigue. Je sais entendre les feuilles, j'apprends le monde, mon âge vieillit avec moi. Je n'ai pas 100 mots, je n'ai pas 100 ans. Alors voilà, c'était quelques mots de Joséphine Bacon qui, je trouve, nous transportent puis nous habitent longtemps. Entre autres, de ce recueil-là, elle parle des aînés, elle parle beaucoup aussi de la nature qui l'entoure, qui l'a entourée toute sa vie, puis ça fait réfléchir, puis ça nous rapproche aux choses essentielles finalement qui nous entourent. Je continue ma lecture en vous faisant maintenant la lecture d'un extrait d'un ouvrage qui est une conversation entre Denis Ellis Béchard, qui est un reporter indépendant, mais aussi un auteur, et Natacha Canapé-Fontaine, qui est une poète, artiste multidisciplinaire inoue et qui milite beaucoup pour les droits autochtones. Et dans cet ouvrage-là, qui s'intitule « Koué, je te salue, conversation sur le racisme », eh bien, on assiste à des échanges de lettres entre ces deux personnes-là où ils réfléchissent de différents sujets, entre autres de racisme entre allochtones et autochtones. Et dans le petit extrait que je vous lis aujourd'hui, Natacha Canapé-Fontaine réfléchit à l'importance de la littérature dans nos vies et surtout à l'importance de la langue orale dans la tradition autochtone. Alors, c'est parti. Moi aussi, je crois fermement que la littérature est essentielle, que nous devons la faire vivre pour plein de raisons que nous avons évoquées, que nous devons rétablir son rôle véritable. Être visionnaire, transposer nos visions en mots, apporter une poésie au monde, une interprétation au monde. La littérature est l'art de la langue, l'art de la pensée. Il existe chez nous une littérature orale millénaire, mais nous la perdons par bribes chaque jour, de seconde en seconde. Parce qu'elle n'est pas écrite, on ne la considère malheureusement pas comme telle, mais elle existe toujours. Il me faut apprendre les contes et les légendes de mon peuple, qui sont autant de paraboles pour nous enseigner la vie en société, la vie tout court, et qui nous transmettent les codes de base et au passage la mémoire des vies passées. Quel véhicule que l'oralité pour transmettre tous ces principes et toutes ces valeurs. C'est pourquoi nous devons tous réapprendre à parler, à discuter, à bien discerner l'autre et par le fait même, à faire preuve d'empathie. La littérature est primordiale, mais nous voyons bien comment elle est malmenée de nos jours.
Nous voyons le vide que cela crée chez nos contemporains. Pourtant, nous connaissons tellement d'individus dans le milieu du livre qui, tout comme nous, croient toujours au pouvoir de la littérature. C'est pour cela que nous écrivons. Je crois que ce livre apportera de nouvelles pistes de réflexion à notre monde. Voilà le rôle de la littérature. Lire, il faut lire. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Comment apporter la littérature aux jeunes autochtones et en vanter les bienfaits? Les connaissances que j'ai maintenant, c'est à force de lire que je les ai acquises. Je t'avouerai tout de même que j'apprends et retiens mieux lorsque je vois une conférence. Mais j'aime lire, j'adore les livres. Donner le goût de la lecture ou du théâtre aux enfants peut leur être grandement bénéfique. Encore là, il faut par contre que ce soit quelque chose de senti, quelque chose qui a un sens. Donner la littérature à l'enfance, c'est lui donner un sens. Enfin, se lire l'un à l'autre ressemble à cette démocratie tant rêvée où chacun parle à son tour et où tout le monde sait s'écouter. À ton tour, Natacha. Alors, c'était une petite réflexion sur la littérature, autant écrite que la langue orale qui est transmise de génération en génération. C'est un très bel ouvrage qui fait réfléchir, qui fait prendre conscience de l'importance de plusieurs enjeux et les échanges de lettres entre ces deux personnes-là est extrêmement bienveillant puis permet de sortir grandi de tout ça. Donc, j'espère beaucoup que ça vous a plu. Je termine cette séance de lecture avec une lecture thématique avec la Journée nationale des patriotes qui sera célébrée le 24 mai prochain et qui souligne la lutte, les rébellions des patriotes de 1837-1838. Aujourd'hui, je vous lis un petit article qui se retrouve dans un cahier spécial qui s'appelle La mémoire des patriotes. L'article dont je vous fais la lecture aujourd'hui s'intitule Le vieux patriote de 1837. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette fameuse représentation du vieux patriote avec sa tuque, sa pipe et son fusil. Donc, je vous fais une petite description là, des éléments qu'on retrouve souvent dans cette illustration du vieux patriote. C'est Henri Julien qui a réalisé plusieurs versions du fameux vieux patriote. On en retrouve plusieurs, quand on fait des petites recherches, là, on en trouve différentes sortes. Le vieux de 1837, c'est une œuvre du peintre et illustrateur Henri Julien, comme je vous disais, qui a été créée vers 1880 pour d'abord illustrer un poème de Louis Fréchette qui s'intitulait Le vieux patriote, qui commençait ainsi. Moi, mes enfants, j'étais un patriote, un vrai. Je n'en disconviens pas, et tant que je vivrai, l'on ne me verra point m'en vanter à confesse. Je sais bien qu'aujourd'hui, main des nôtres professent de trouver insensé ce que nous fûmes là. Point d'armes, point de chef, c'est ceci, c'est cela. On prétend que c'était faire d'un mal un pire que de se révolter. Alors, initialement, c'était à la suite de ce poème-là qu'on a créé l'image du vieux patriote. On retrouve une pipe, souvent, sur cette image-là. Donc, d'où vient cette pipe-là? Donc, l'usage du tabac est quasi général parmi les hommes en 1837, mais il est proscrit pour les femmes. Partout, on fume dans de petites pipes de plâtre ou brûlot que les habitants moulaient eux-mêmes. Fragile, la tire se casse, se brise souvent, si bien que la pipe se raccourcit. Le vieux fusil. Les patriotes sont mal armés et quand ils le sont, c'était généralement avec de vieux fusils en silex, mal entretenus et d'abord conçus pour la chasse. De son côté, l'armée anglaise était équipée alors de redoutables fusils à percuteurs, plus fiables et de bien plus gros calibre. La tuque bleue. La tuque bleue, tricotée en laine du pays, est très tôt un emblème national, certainement porté par les patriotes. On obtient un bleu éclatant à partir de plantes de la famille des indigotiers, de là la couleur indigo. Une ceinture fléchée. Notre patriote arbore une ceinture fléchée, symbole québécois par excellence. La tradition remonte à 1780 quand les voyageurs canadiens-français
voulait rivaliser avec les marchands écossais qui portaient de beaux kilts multicolores. Une telle ceinture exigeait des mois de travail tressés selon un savoir-faire ancestral. Et finalement, les mocassins. Dès la Nouvelle-France, les habitants adoptent des mocassins amérindiens de préférence aux sabots de bois qu'on chaussait dans les campagnes de France. Ils sont donc ensuite associés aux patriotes. Alors voilà, c'était une petite lecture thématique avec la Journée nationale des patriotes qu'on célébrera dans quelques jours. C'est ce qui conclut par le fait même la séance de lecture d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez peut-être découvert des auteurs ou des styles d'écriture que vous ne connaissiez pas. Et sinon, vous avez apprécié revivre les beaux mots de ces gens-là qui nous offrent des belles lectures. Je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir de vous retrouver bientôt pour une autre lecture.